Maintenant, je passe au sujet suivant. Le Moyen-Orient en guerre. Les peuples colonisés en colère, la montée aux extrêmes interpelle l'Afrique des libertés. Je voudrais que les Africaines et les Africains observent de très près les événements qui se déroulent au Moyen-Orient. Au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que ces événements nous permettent de mieux observer des acteurs que nous connaissons par ailleurs en Afrique. Et par là de les étudier. Toujours davantage. Car le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-libanais, le conflit israélo-iranien a partie liée avec la question qui est au cœur de la déstabilisation de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle déstabilisée depuis pratiquement 600 ans? C'est parce que des puissances venues de continents pauvres en ressources naturelles ont besoin de maintenir l'Afrique sous la terreur pour pouvoir en exploiter les richesses. Mais pourquoi le Moyen-Orient est-il sous la terreur? Mais parce que la puissance israélienne, née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a besoin de maintenir les pays du Moyen-Orient qui l'entourent sous la terreur pour continuer de servir les intérêts de l'hégémonie occidentale au Moyen-Orient. Mais en quoi consiste l'hégémonie occidentale au Moyen-Orient? C'est la mainmise de la grande puissance américaine et de la coalition de l'OTAN sur les réserves pétrolières faramineuses, les réserves gazières faramineuses de cette sous-région. Toute la politique qui est menée dans cette sous-région a pour but le contrôle par la grande puissance de l'OTAN, qu'est les États-Unis, le contrôle stratégique des ressources de cette sous-région. Il suffirait d'étudier l'histoire de la naissance de l'Arabie Saoudite. Le deal pétrole contre protection passé avec les États-Unis. L'histoire de la naissance des monarchies du Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn. Si vous étudiez juste l'histoire de ces monarchies, vous verrez toutes qu'elles sont nées d'une coopération sous l'égide et sous la protection de la plus grande puissance de l'OTAN, les États-Unis. De la même façon, la naissance de l'État d'Israël n'a été possible que grâce à l'influence et au poids au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment des États-Unis d'Amérique, mais aussi des pays occidentaux tels la France et la Grande-Bretagne, qui avaient honte de ce que leurs États, surtout pour le cas de la France, avaient fait aux Juifs d'Europe. Avoir participé à un moment donné à leur extermination. L'Europe estimait quelque part qu'elle avait une dette morale à payer à la communauté juive, en lui permettant de fonder l'État d'Israël. En lui permettant de revenir sur les terres évoquées dans la Bible, évoquées dans la Torah, pour fonder un territoire national. Ce que certains ignorent, c'est qu'une compréhension précise du judaïsme ne lie pas le judaïsme à la nationalité israélienne. Une confusion énorme existe maintenant dans l'opinion entre être juif et être israélien. Mais pourtant, le judaïsme est une religion précisément sans nationalité. Être juif, ça ne veut pas dire nécessairement être israélien. D'ailleurs, dans sa compréhension la plus profonde, la religion juive est une religion qui fait de l'homme un pèlerin de la terre. La nation juive, au sens de la Bible, est une nation d'élus par le travail spirituel de méditation de la parole, de prédication de la parole et d'existence exemplaire. Être juif, ce n'est pas la même chose qu'être israélien. À cause de la montée en puissance du mouvement sioniste et de la domination de l'aile politique, pour ainsi dire, de la communauté juive, de la communauté des descendants d'Israël au XXe siècle en Europe, eh bien, la nationalité est devenue le critère le plus déterminant de la judéité. Alors que pendant très longtemps, le critère profondément déterminant de la judéité, c'était la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. C'était la mendication de la parole, c'était la pratique de la Torah. Voilà pourquoi si vous allez dans des pays comme les États-Unis, vous serez surpris de voir des communautés entières de Juifs qui protestent contre l'État d'Israël, qui dénoncent les massacres des Palestiniens, qui dénoncent la colonisation et qui ne pensent même pas qu'il était nécessaire de fonder un État nommé Israël. Et que cela a porté atteinte au message profond, à l'universalisme spirituel radical du judaïsme. Vous comprenez?
D'abord, il faut mettre cela dans votre esprit. Et il n'y a pas d'automaticité entre être juif et être israélien. C'est depuis la naissance de l'État Israël et la montée en puissance des courants extrémistes dans cet État. Des courants extrémistes sionistes comme celui de Netanyahou, qui n'a pas la majorité démocratique aujourd'hui en Israël. Et qui fait précisément la guerre parce qu'elle est pour lui le seul moyen de se légitimer par la peur, par la terreur. Depuis la montée en puissance de cette partie politique de la communauté des descendants, eh bien, des descendants d'Israël, on a perdu de vue la signification radicale et exceptionnelle, unique et magnifique bien de la judéité au sens spirituel du terme. Tu n'as pas besoin d'être israélien pour être juif. J'espère que vous les Africains qui m'écoutez, vous n'oublierez pas ça. D'où par conséquent, l'antisémitisme n'est tolérable nulle part. Le racisme n'est tolérable nulle part. Personne ne doit détester quelqu'un en raison de ses origines. On ne doit détester personne en raison de ses origines. Personne ne choisit de naître de tel père ou de telle mère. On doit détester quelqu'un s'il pose des actes détestables. Il faut juger les gens sur ce qu'ils font. Et éviter les condamnations a priori. De la même façon, par contre, il existe un État palestinien, il existe une terre palestinienne. Et les Palestiniens avaient leur État depuis très longtemps. Et ils vivaient là depuis très longtemps comme État, comme entité politique. Ils ont été colonisés comme tels. Au point même qu'au sein de la Palestine, avant l'instauration de l'État Israël, vivaient des communautés de juifs pratiquants qui se présentaient eux-mêmes comme des Palestiniens. J'espère que vous savez ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des juifs pratiquants qui, avant la création de l'État Israël, l'État d'Israël en 1948, est-ce que vous savez qu'il y a des juifs pratiquants qui possédaient des pièces, lorsque la Palestine était sous colonisation britannique, des pièces dans lesquelles leur nationalité, qui était écrite dans la pièce, était palestinien. Est-ce que vous savez ça? L'une des premières ministres d'Israël, Golda Meir, l'a rapporté dans plusieurs émissions de télévision, que dans sa jeunesse, sa nationalité, c'était palestinienne. Avant la fondation de l'État d'Israël, elle, sa nationalité là, dans ses papiers, c'était palestinienne. Donc, je suis en train de vous parler de cette affaire. Le Moyen-Orient s'embrasse, pourquoi? Mais il s'embrasse parce que, au nom de la politique de prédation des ressources, au nom de la politique de contrôle de toutes les richesses de la terre, la coalition occidentale instrumentalise, justement, l'extrémisme politique en Israël pour avoir la main mise sur les richesses du Moyen-Orient. Voilà le problème. Voilà le problème. Et c'est la raison pour laquelle, malgré toutes les résolutions de l'ONU condamnant la colonisation israélienne de la Palestine, aucune n'a été appliquée. Pourquoi? Parce que les États-Unis empêchent qu'Israël soit puni. Mais il faudrait que vous compreniez que si les États-Unis empêchent qu'Israël soit puni, depuis pratiquement 60 ans, c'est parce qu'Israël sert les intérêts des États-Unis. Si les États-Unis servent les intérêts d'Israël, c'est parce qu'Israël sert les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire que grâce à Israël, les États-Unis ont un moyen de maintenir la région du Moyen-Orient dans une instabilité structurelle et par conséquent de contrôler les puits de pétrole et de gaz du Moyen-Orient. Vous avez remarqué que chaque fois que les puits de pétrole et du gaz du Moyen-Orient risquent d'échapper aux États-Unis, ils incitent la montée en puissance de l'extrémisme en Israël, la montée en puissance de la guerre, et grâce à cette guerre, ils repositionnent leurs navires de guerre, ils repositionnent leur infrastructure militaire, ils dégomment les dirigeants arabes qui veulent leur résister, et ils reprennent pied sur les puits de pétrole. C'est le principe de l'opération irakienne. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec l'Irak? Vous avez vu comment Saddam Hussein a été éliminé? On a menti sur lui. Et à partir de la place forte d'Israël, on a reconquis l'Irak taillé en pièces. Quand Bachar el-Assad a tenté de résister à la même logique, vous avez vu ce qui lui est tombé dessus? Et chaque fois on envoie, bien sûr, l'État d'Israël en pionnier pour maintenir ces pays-là en état de terreur. Et ainsi les obliger à négocier avec les grandes puissances occidentales, en particulier avec les États-Unis en situation de faiblesse. Mais c'est dans cet état qu'a été réduite l'Égypte.
Sous Gamal Abdel Nasser, elle avait pris une allure extraordinaire. Il a fallu, eh bien, faire signer les accords de Camp David, qui ont fait de l'Égypte aujourd'hui, en réalité, un pays vassal des États-Unis. Un pays qui vit de l'aide américaine, en contrepartie de sa non-participation à l'émancipation du Moyen-Orient. Il faut que les Africains le sachent. Et ce sont des connaissances scientifiques que je suis en train de vous résumer. La guerre du Moyen-Orient n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre d'abord d'hégémonie. Hégémonie sur la terre. C'est une guerre de contrôle du pétrole du Moyen-Orient. C'est une guerre de contrôle de l'eau, du gaz du Moyen-Orient. C'est de cela qu'il est question. Et tous les proxys qui sont activés pour provoquer ne sont activés que parce qu'on croit qu'à travers cette provocation, on peut réajuster les pays qui ont échappé à l'hégémonie occidentale. Voilà le fond de l'affaire. Alors, le Moyen-Orient est en guerre et nous, Africains, nous observons. Les Palestiniens viennent d'être massacrés à plus de 50 000. Après l'acte de résistance, mais en même temps de barbarie, parce que la résistance palestinienne du Hamas était allée jusqu'à tuer des personnes non militaires, entrer dans des familles, les tuer. Ok. Qui a coûté plus de 1000 vies aux Israéliens. On doit le condamner, surtout que la plupart de ceux qui sont morts étaient des civils. Mais c'est ce que l'État d'Israël fait aux Palestiniens depuis 1945. Et puis, bon d'accord, il a perdu 1000 civils. C'est très grave. Mais est-ce que 1000 civils qu'on a perdus nous donnent le droit de tuer plus de 50 000 personnes? Essentiellement civils. Quel est le message qui est donné au monde entier? Si, lorsqu'on a perdu 1000 civils dans une attaque démesurée, inappropriée, une attaque qui n'est pas simplement un acte de résistance, mais qui est aussi un acte de barbarie. Puisque là, on tue des femmes et des enfants qui ne sont pas armés et qui ne combattent pas. Bon, ok. Mais quand on répond à ça en tuant 50 000, quel est le message qu'on envoie au monde? L'un d'entre nous vaut combien de vos vies? Vous avez perdu 1000 personnes. Vous en tuez 50 000 pour venger 1000. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que une personne, par exemple, parmi vous, vaut 5000 personnes chez les autres. Une vie, une de vos vies, vaut 5000 des vies des autres. Comment peut-on passer ce message au XXIe siècle sur la Terre? Une de nos vies vaut 5000 des vôtres. Qui peut accepter cette équation? D'autant plus que d'un côté, il y a un peuple occupé. Il y a des résolutions de l'ONU qui disent « libérer ces terres », revenez au moins aux frontières de 1967. Et il y a un peuple occupant. Voyez-vous, non content d'avoir perpétré cette violence inouïe contre le peuple palestinien, ils se sont retournés contre le peuple libanais. Le monde entier assiste à des bombardements inhumains, à des immeubles civils qui sont touchés, à des centaines de Libanais qui meurent. Ça se passe sous nos yeux. Et moi, Africain, ce qui me choque, c'est que ça me rappelle l'attitude du monde pendant que l'Afrique meurt au Congo, pendant que l'Afrique meurt au Sahel, pendant que l'Afrique meurt dans le golfe de Guinée, par la faute des mêmes puissances qui ont détruit la Libye en coalition. Ça me rappelle l'attitude de ce monde-là, qui vous disent, mais écoutez, de quoi vous vous plaignez? Pourquoi vous crachez dans la soupe? Vous vivez en Occident une bonne partie de l'année, ça vous plaît plutôt, mais qu'est-ce que vous avez à vous casser la tête avec les millions de Congolais qui meurent, avec les millions de Sahéliens qui meurent? Ce mépris insupportable des vies non occidentales, que l'on retrouve dans le comportement de l'occidental moyen. Il ne faut même pas aller chercher seulement au niveau de l'homme politique. L'occidental moyen n'est pas choqué d'apprendre que ces politiques provoquent des centaines de millions de morts. Des centaines de milliers de morts, des dizaines de millions de morts innocents au même moment sur la terre. Il te regarde quand tu lui parles de ça comme quelqu'un qui vient de la Lune. Non pas parce qu'il ne sait pas que ça a vraiment lieu, mais parce qu'il s'étonne que tu attendes de lui une réaction humaine. D'où vient cette indifférence qui fait
qu'il est normal depuis des décennies que les Palestiniens soient tués, que les Libanais soient tués. Il est normal depuis des décennies que les Africains soient exterminés dans leur territoire par des groupes terroristes, armés par la coalition otanienne. D'où vient la tranquille assurance avec laquelle ceux qui font cela pensent que la terre va rester tranquille? Là, c'est le moment le plus absurde, où ça devient de la cécité. Quand l'indifférence se transforme en cécité. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient même plus que le monde n'en peut plus. Le monde n'en peut plus. Qui arme le Rwanda pour attaquer le Congo? Qui donne des armes à Kagame à travers le M23? Qui a signé des accords d'exploitation du minerai du Congo avec le Rwanda? C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Qui couvre Kagame? C'est l'OTAN. Qui l'arme? C'est l'OTAN. Des millions de Congolais meurent. Depuis 30 ans. C'est banal. Là, on vient d'assister au massacre, au génocide du peuple palestinien. À peine c'est fini, ça se retourne sur le peuple libanais. Et j'ai écouté les médias ces 2 derniers jours, disant que il s'agit d'une invasion modérée. Ils ont trouvé des concepts pour désigner ce qu'Israël s'en va faire au Liban. Ce sont des invasions modérées. Mettons-nous en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Retrouvez leurs éléments de langage pour décrire l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils étaient dans les superlatifs négatifs. Ils sont dans les superlatifs négatifs. Donc, en fait, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est une guerre des peuples colonisés en colère. Il faut que l'Afrique voit très bien que les peuples colonisés du Moyen-Orient sont en colère. Les Afghans, les Irakiens, les Iraniens, les Libanais, les Palestiniens, ils n'en peuvent plus. Les Yéménites n'en peuvent plus. Ce qu'on nous fait en Afrique depuis 600 ans, on est en train de le leur faire. Et ils en ont marre. Et il faut que nous, Africains, voyons ce que ça peut coûter, l'absence d'unité face à l'adversité. Car en fait, l'une des raisons pour lesquelles le Moyen-Orient est encore à feu et à sang, c'est l'absence d'unité des peuples arabes. Si l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Syrie, pour ne citer que ces pays-là, le Yémen, si ces pays-là parlaient un seul et même langage, Israël retournerait dans les frontières de 1967, en un instant. Mais qu'est-ce qui fait prospérer la domination israélienne, donc américaine, donc la domination occidentale sur le Moyen-Orient? Mais c'est la division des dirigeants moyen-orientaux. C'est le fait qu'ils sont utilisés les uns pour neutraliser les autres. Et c'est la même méthode qui est utilisée en Afrique. On utilise la CEDEAO contre l'AES, alors que tout le monde voit bien que l'AES travaille dans l'intérêt des peuples africains. On utilise Ouattara, on utilise Macky Sall, on utilise Bazoum, on utilise Tinubu, on utilise Talon. On les utilise pour empêcher que les Africains retrouvent leur souveraineté et par conséquent la prospérité qui est légitime au regard de leur richesse potentielle, naturelle. Donc en fait, pourquoi j'en parle de cette façon? C'est pour demander aux Africaines et aux Africains de prendre l'habitude de regarder en va-et-vient. Regardons en va-et-vient ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe en Afrique, afin de comprendre dans quoi nous sommes et de développer les qualités de nos défauts actuels. Dans la situation du Moyen-Orient, tant que le Moyen-Orient ne va pas s'unir, la domination israélienne et américaine va se poursuivre. Le jour où le Moyen-Orient va s'unir, le problème de cette domination va prendre fin. Je dis bien le jour. Dans la situation africaine, plus grandes seront les alliances entre les pays africains pour la souveraineté et la prospérité authentique de l'Afrique, moins l'Afrique sera accessible aux manœuvres, et bien impérialistes, néocolonialistes et criminels. Moins l'Afrique sera accessible à ces manœuvres.
Donc, que nous en tirions une leçon de lucidité, que nous en tirions une leçon d'unité, que nous en tirions une leçon de prévoyance, que nous en tirions une leçon de renforcement de nos alliances en Afrique. Parce que le monde est impitoyable pour ceux qui sont divisés. C'est ce que je voulais dire. L'Afrique des libertés doit étudier le conflit au Moyen-Orient comme un laboratoire pour renforcer sa défense, renforcer sa cohésion, renforcer sa résilience, renforcer sa prévision, sa prévoyance. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.